Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on espère que vous avez passé une bonne journée. On vous remercie de la terminer avec nous, avec ces annonces de notre Premier ministre, ce grand discours de 80 minutes. Oui, avec pas mal de choses qui ont été dites. On va bien sûr commenter avec nos éditorialistes du jour. Ça va, Philippe? Ça va. Je me suis fait une remarque en écoutant en votre compagnie Gabriel Attal. Je me suis dit qu'il se macronise. Vous savez pourquoi? Non. Vous vous rappelez quand il a fait sa conférence de presse à 20h15, que ça devait être fini à 22h, mais vraiment TTC, même plutôt 21h45. Ça a fini à pas d'heure. On nous avait promis 1 heure maximum. Il a fait pratiquement 1h30. J'ai l'impression qu'il aime les prolongations. Ah bah écoutez, je ne sais pas. Peut-être. Il aime le perchoir. Peut-être que c'est son truc. En tout cas, on va en parler. Mais il y a plus haut que le perchoir. Il y a Yael Braun-Pivet qui est encore plus haute. Oui, c'est vrai. Ça, Bon, voilà. Ça y est, c'est fini. Je peux y aller? Allez, on vous souhaite la bienvenue. Ce numéro de téléphone que vous connaissez, 0826 300 300. On est ravis de vous retrouver. En attendant, au sommaire de cette émission, c'est à 17h30. Gabriel Attal a donc prononcé sa déclaration de politique générale cet après-midi. Situation inédite. Ce discours intervient 3 semaines après la nomination du Premier ministre et alors que le nouveau gouvernement n'est toujours pas complet. On ne connaît pas encore, notamment les nouveaux ministres du transport, du logement, pas encore les ministres délégués au ministère de l'économie, par exemple aussi. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que Gabriel Attal a réussi son examen de passage devant l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il aurait dû, serait-ce que pour une question de panache, demander la confiance aux députés? Est-ce que les ministres délégués et secrétaires d'État qui vont être nommés n'auront pour marge de manœuvre que la feuille de route édictée par le Premier ministre cet après-midi, faire une déclaration de politique générale alors qu'on ne connaît pas l'ensemble du gouvernement? C'est pour vous, ça ne vous gêne pas pour 5%, c'est surprenant pour 10%, c'est choquant pour 33% et ça ne changera rien pour 52%. Ça vient de passer à 54%. Ça vient de passer à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on en parlera avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. La marge brute de la grande distribution a augmenté de 57% sur les pâtes, entre autres, entre 2021 et 2022. C'est selon l'Observatoire de la formation des prix. Augmentation quasi de 13% sur les légumes, 28% sur le lait. Or, l'inflation, forcément, n'explique pas tout selon les agriculteurs. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que la grande distribution est le principal responsable des malheurs de nos agriculteurs? Est-ce qu'il faut encadrer les marges ou alors peut-être mieux les répartir? Est-ce qu'il faut mettre la pression sur les transformateurs également, c'est-à-dire les industriels de l'agroalimentaire, comme on veut le mettre sur la grande distribution? Négociation commerciale. Faut-il contrôler les marges de la grande distribution? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on en parlera avec Laurent Plantevin, expert en négociation commerciale. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. C'est ce qu'on appelle arriver sur le fil. Oh là là, il est fort donc. Ah Ça là. n'est pas Gabriel Attal qui m'a retenu, c'est le métro qui est tombé en panne. Il disait, il a une attaque, il a une apoplexie, il est énamouré devant sa télé. Je l'ai regardé en grande partie, mais il est très bon. Objectivement, je sais que ça fera plaisir à Françoise. Ah, voilà. Philippe Bilger est avec nous, heureux comme un prince, président de l'Institut de la Parole. Une bonne moitié, tout de même. Ouais, c'est vrai, ça vous a plu. Ça m'a, bon, avec quelques nuances que j'ai même pas eu le temps de voir les sujets sans doute passionnants de l'émission. Eh ben, vous allez voir, bravo. ça va être formidable. Toutes ça va les être le plus beau vérités jour de votre ne vie. sont pas bonnes à dire non plus en même temps, Philippe. Françoise Degois, non, mais moi bonjour. j'aime cet air de Françoise félicité. Degois, bonjour. Salut Bonsoir. mes amours. J'aime l'air de félicité qu'il a. Il a un visage séraphin. Ouais. Il a passé 1h20 à biberonner Gabriel Attal et là c'est merveilleux. Bonjour Joseph Touvenel, on va y arriver, Je suis directeur très inquiet. de la rédaction du magazine Capital Social. Je vois Philippe Bilger qui vient d'arriver et qui commence à se déshabiller. Ah oui, Oui. D'être là, mais Joseph, Joseph, rassurez-vous. 2024, on vous a pas prévenu, ça change Je vois. ici. Les choses évoluent, vous savez. Mais il faut que ce soit inversement proportionnel. C'est plus déshabillé que vous habillez. Enfin, donc il faut choisir son camp. En tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec notre auditeur du jour qui est Christophe qui nous appelle du Val d'Oise. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonjour. Comment ça va? Bon, ça va très bien. Très heureux d'être avec vous. Eh ben nous, on est ravis. De quoi parle-t-on dans un instant? Insécurité, rien n'a changé. Ah,
un sujet qui va intéresser certains. En attendant, on part au standard et surtout au répondeur 0826 300 300. Oui, je suis en train d'écouter les vraies voix et l'intervention toujours pertinente de Philippe David. Alors, il parle des agriculteurs, mais tout est lié. Agriculteurs, soignants, professeurs, c'est toutes ces professions qui sont les clés d'un pays et qu'on a abîmées au nom de cet ultralibéralisme fou. Voilà. Eh bien, merci à Sud Radio de pouvoir s'exprimer. Alors, Et merci à mon Dieu, Philippe David. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui ont fait la sélection, j'ai enregistré une chronique. Merci C'est Cécile. moi qui l'ai sélectionné. Mais elle est très bien, cette auditrice, Claire. Elle voit clair, d'ailleurs. Ça vient bien. Ah ben, c'est une des meilleures. Bon, il a fallu qu'on fasse un peu de montage parce que c'était merci Philippe Bilger là-bas. Françoise a une auditrice, vous en avez deux. Voilà, c'est Très ça. bien. Non, Donc, j'en ai c'était- plus qu'une, moi. c'était mon appel. La dernière, J'en ai 4 il y ou en avait 5. une. Ah, Non, mais c'est- j'en ai plein, mais Ah bon, plein, vraiment plein. Et Claire- Mais c'est rien à côté de vous. Le Même nombre de ici, réacs qui écoutent Françoise, cette même radio. ici. Non mais Claire faisait allusion à mon tour, c'est pas un coup de gueule hier, j'appelais les gens à faire preuve de patriotisme économique et à acheter des produits agricoles français plutôt qu'importés. Est-ce que c'est pas simplement du bon sens quand on a les bien moyens, sûr. non Ouais. Aux États-Unis, vous rentrez dans les supermarchés, chez Target, chez Walmart, il y a les drapeaux américains, acheter américain, ça sauve les emplois américains. Ouais, c'est d'accord, c'est mais un enfin, gros c'est mot ou pas? Oui, non, c'est pas du tout un gros mot, mais je vous le redis, on s'est déjà empaillé la semaine dernière là-dessus. Oui, mais Il y a d'ailleurs, beau- si je m'empaille à vous, c'est que j'ai raison. Non, mais pas du tout. C'est que je pense que c'est vrai que vous avez raison dans les faits, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Et il y a beaucoup de gens qui sont. La course folle au bas prix, elle vient de là. Elle vient du fait qu'il y a des gens dont le panier alimentaire s'est réduit. Enfin, on va pas Allez, recommencer on va la pas discussion. recommencer le débat. beaucoup de gens, c'est pas tout le monde. Oui. Il y en a beaucoup aussi, et peut-être plus, qui ont les moyens de faire les choix Bien sûr, à bien sûr. quelques 10 C'est centimes ce près qu'on sur un disait litre de hier. lait. Oui, non, mais je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Oui, Mais bien oui, sûr oui, que c'est les ce gens qui ont les Moi, moyens le fassent. je disais hier, il y a quand même beaucoup de gens qui ont les moyens et qui achètent aussi des prix bas et des prix Voilà. et des Ouais, alors ouais. oui, bah Quel oui, bah bonheur oui. d'avoir Joseph Bah ce oui, soir. ouais, ouais. Il Oui, n'y en a même qu'à voir temps. l'utilisation En attendant, les des amis. compagnies aériennes low cost. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas C'est pas pareil, forcément pas les mêmes plus pauvres. Alors, il y en a qui n'ont mais- peut-être pas les moyens, mais ça reste marginal. Ouais. Mais je suis pas Cette d'accord avec course, vous. cette mais- course au low cost, Joseph, Mais ça veut dire qu'il y a des gens ça ne qui- se mange pas, ça se Non. Il y a des gens Ça, je suis pas d'accord. Là, qui les- ne les- peuvent pas manger au Maroc Oui. et en Algérie parce qu'on emploie des compagnies qui ne les Non, mais payent c'est pas. pas simplement ça. Non, Au bon, Maroc, les en enfants, Algérie, on a on des peut trucs à manger faire parce qu'il y a derrière. aussi des. Allez, on coupe les micros, touristes. Françoise, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je voulais juste vous annoncer encore une fois que la fréquence de Lyon s'est ouverte hier et qu'on est très content de vous le dire. Vous nous écoutez maintenant sur le 105.8 et vous pouvez en parler autour de vous. Et d'ailleurs, si on a des amis lyonnais, en tout cas, ou de la banlieue lyonnaise qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. En attendant, direction le Val d'Oise avec vous, Christophe. Bonsoir, Christophe. Bonjour. Petit problème avec l'insécurité ou la sécurité, comme vous voulez. On est en pleine insécurité. Oh là. On est tous. Oh, Le son est pas très bon. Ah, le son est pas top. Vous êtes levez un bras. Faites Christophe. l'antenne avec l'autre Vous bras. avez une fourchette ou pas? Là, c'est Vous bon. m'entendez? On vous Oui. entend, là. Bon, ok. Où on est dans ce droit fondamental qu'est la sécurité due à nos citoyens. Tous les jours, on constate des ados meurent sur les coups de couteau pour un mauvais regard. Les femmes sont agressées sur leur façon de s'habiller. Des classes laborieuses sont dépouillées de leurs biens suite à des cambriolages. Des habitants de résidences sur des points de ville subissent la peur et l'agression. Pourquoi des quartiers restent encore inaccessibles aux forces de l'ordre? Qui et où est la loi? Pire encore, l'école, lieu où la société confie à des adultes la transmission du savoir, des valeurs à nos enfants, ce lieu est désacralisé. Voilà, c'est le constat d'aujourd'hui dans ce qu'on appelle les faits divers, tous les jours, tout le temps. Le Premier ministre, dans son discours, aborde la sécurité à 16h, donc 1 heure après le début de son discours, en nous parlant d'une stratégie offensive. Très bien, il nous cite donc le recrutement de policiers et gendarmes, mais quid de la réponse pénale, cette fameuse réponse pénale? Mettre des gendarmes et des policiers sur le terrain, les exposer, parfait, c'est leur métier, je le veux bien, mais derrière, où est la réponse pénale? Ouais. Là, je pense que Philippe Bilger sait de quoi on parle. Eh oui, Ah bah. on va lui donner la parole parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voudrais le faire réagir. Philippe Alors, Bilger. le Premier ministre, notre cher auditeur Christophe, ne pouvait pas parler de tout. Et il a évoqué, comme une sorte d'inventeur talentueux, l'ensemble des problèmes qui se posent à la France. Et pour le constat que fait Christophe, je suis absolument d'accord. Rien ne va profondément sur le plan de la sécurité. Police, gendarmerie, justice.
Françoise et Joseph. Je vais dire quelque chose qui va faire hérisser notre auditeur. Je le redis, la France a un problème avec la sécurité, mais la France n'est pas un coupe-gorge. J'entends tout ce que vous dites en permanence et ce que nous lisons tous et nous voyons absolument ce qui se passe, etc. Mais parce que d'abord, il y a une publicité qui est faite et qui n'était peut-être pas faite depuis de nombreuses années. Enfin, je veux dire, une médiatisation de ces faits divers. Moi, j'en ai marre de ce tableau apocalyptique. Là où je vous rejoins, c'est qu'il faut absolument que la police ait les moyens de travailler. La justice, j'en ai marre d'entendre dire que la justice, il n'y a pas de réponse pénale. Ça n'est pas vrai. Je pense qu'on a une justice qui fonctionne. Même si elle fonctionne avec des bouts de ficelle, elle fonctionne. Vous connaissez mon point de vue. Taper sur la justice, c'est taper sur la démocratie. Moi, ce discours apocalyptique de tristesse sépia, tout va mal et tout s'effondre, ça n'est pas vrai. Allez, il nous reste 30 secondes. Tant qu'il y aura des quartiers qui sont interdits aux femmes habillées normalement, tant qu'il y aura des horaires où les femmes pourront pas circuler, notamment dans les transports en commun normalement, je pense au RER qui part en banlieue, qui part sur Melun, qui part dans l'Est. Je considérais que la sécurité, mais les femmes ont toujours été en danger à ces heures-là. Et que du coup, mais tout le temps, mais bien sûr que si. Ce n'est pas vrai. Ce délire. Mais il y a 30 ans, tu crois qu'une femme pouvait prendre le train de nuit sans danger? Mais François... Allez, les enfants, les enfants. Non, mais depuis, ils ont supprimé les trains de nuit, de toute façon. Non, c'est pas vrai, il y a le train de nuit. Ne commencez pas cette émission par du déni, parce que sinon ça pourra pas se passer. Mais c'est pas du déni, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas parce que c'est du déni. Vous ne détenez pas la parole sacrée, ma chère Cécile. Non, mais moi j'habite la banlieue. On est 5, hein. Et alors, mais on s'en fout, une connerie répétée par 5 personnes reste une connerie. Désolé de vous le dire. Il se trouve que j'habite la banlieue. D'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est pas du déni. Ne reprenez pas, s'il vous plaît, les éléments de langage permanents qu'on entend. Le déni de la gauche, non, je dis simplement que les trains de nuit, il y a 30 ans, moi je prenais le Paris-Pampelune, excusez-moi, et ben on était autant en danger que maintenant. Écoutez, arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est pas exact. C'est pas exact. Les amis, on a dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Ça démarre fort ce soir. Tout ça parce que Philippe Bilger est arrivé. Il faudrait que j'arrive à l'heure. Allez Philippe, le réquisitoire du procureur. Alors, on parle de quoi dans un instant? On parle depuis le Brexit, l'immigration extra-européenne est au plus haut. Allez, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. Françoise Degois, Joseph Touvenel et Philippe Bilger. Et vous, au 0826 300 300, bienvenue les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ben oui, Françoise Degois. Françoise Degois est avec nous, Philippe Bilger et Joseph Touvenel. C'est passionnant ces débats. J'ai horreur des lieux communs. Nous, on a horreur des mauvaises foi. Voilà. Au fil des siècles, deviennent des vérités. Ben oui, c'est ça. Non, mais écoutez, Marcel Proust le dit. Oui, d'accord, mais Marcel Proust, il a dit des choses bien plus intelligentes. Laissons-le à la littérature, ne l'utilisez pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous appeler, vous allez nous appeler, parce qu'on parlait de l'insécurité dans la rue. On trouvait, voilà, on est avec Joseph, Philippe Bilger et moi-même face à Françoise. On trouvait, puisqu'on vous dit tout, parlons vrai, que la société était plus dangereuse qu'avant. Françoise Degois nous dit non, ça n'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. Cécile de Ménibus, il faut être honnête. 17h19, vous venez de me déclarer, en France, les filles le soir ne peuvent plus sortir en mini-jupe. Je m'insurge contre ça parce que ça n'est pas vrai. Vous décrivez. Elles n'osent plus sortir en mini-jupe. Mais où? De quel quartier vous parlez? Dans certains quartiers, c'est une réalité. Alors, dans certains quartiers, mais ne dites pas en France. Mais vous comprenez, moi je me bats contre ces idées générales qui font qu'on décrit une France qui existe dans certains endroits, mais qui n'existe pas dans d'autres. Je suis désolé de vous le dire. François, mais non, on va pas vite. On va passer au tour de table du procureur, au résistant du procureur, et ensuite. Non, mais c'est pas de la faute de François, c'est moi qui la lance. Tu peux me lancer. Pour une fois, n'engueulez pas. Pour une fois, c'est pas sa faute. Allez, 0826 300 300, donnez-nous votre avis. Voilà, tout de suite. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va revenir évidemment sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. C'était cet après-midi avec quelques mots d'ordre: désmicardisation, débureaucratisation et des agriculteurs aussi. On va parler aussi de leur mobilisation. Le Premier ministre a aussi parlé d'eux évidemment. Allez, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire concerne le Brexit.
puisque suite au Brexit, l'immigration serait au plus haut. C'est quelque chose qui m'avait étonné et je l'ai sous les yeux dans Le Monde. Il y a ce titre, depuis le Brexit, l'immigration est au plus haut. En réalité, il y a eu le départ des citoyens de l'Union européenne qui a laissé la place à une arrivée record de personnes en provenance d'Asie ou d'Afrique pour le marché de l'emploi. Ça m'a étonné parce qu'on parle tellement de la lutte contre l'immigration, on a tellement l'impression que ça représente un défi impossible à relever que parfois on est stupéfié par des chiffres. J'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit mais que fait-on ? On n'arrive à rien, on fait venir hors de l'Union européenne des gens qui probablement ont encore moins la même culture que la nôtre, même si on a besoin d'eux dans des conditions d'ailleurs souvent très précaires et très misérables. Françoise Degois. C'est le sens de l'histoire, c'est ce qui est en train de se passer. J'aimerais le changer. Mais vous pouvez changer le sens de l'histoire, vous n'y ferez rien. L'immigration, elle est là. Ça sert à rien de vouloir monter des murs contre quelque chose qui est là. Et ce n'est que le début, Philippe. Oui, et mais dans on 20 peut ans, freiner, mais François. vous pouvez freiner, canaliser, et bien sûr qu'il faut régler le problème de l'immigration. Mais cette agitation générale et cette folie générale dans le discours politique concernant l'immigration, vous savez ce que prévoit le Haut Commissariat des Nations Unies sur l'immigration. Il va y avoir 1 milliard dans les 50 ans qui viennent de migration climatique. 1 milliard. Donc, plutôt que de s'agiter, de dire ah là, c'est l'envahissement des morts, la subversion des Noirs et des Arabes, comment on règle ? Comment on arrive vraiment, humainement, à faire du développement dans leur pays, etc. Je me bats contre ça aussi. Ces idées répétées, rabâchées sur les plateaux télé, non, c'est la subversion. Oui, ok, elle est là. Je veux dire, la migration est un phénomène naturel qui va s'amplifier avec le climat. Qu'est-ce qu'on en fait ? Au lieu de s'énerver, s'agiter, on fait quoi ? Joseph Touvenel, rapidement, parce que après c'est très intéressant l'exemple du climat, parce que moi je me rappelle, et on le retrouve sur l'INA, ces grandes annonces d'il y a 30 ans nous expliquant qu'un certain nombre de pays allaient disparaître dans les 10 ans. Donc ça fait 20 ans qu'ils sont sous l'eau. Aujourd'hui, ils sont pas sous l'eau. Moi, je crois pas au sens de l'histoire. Ce sens de l'histoire, je l'ai entendu pendant des décennies. Le communisme allait gagner. Très bel article dans Le Monde d'ailleurs, décrivant que le communisme, si on ne l'aimait pas, si on était contre, ils allaient gagner, ils avaient la moitié de l'Europe, ils venaient de prendre l'Afghanistan, c'était imparable et mieux valait subir que se mettre contre. Qui a gagné ? Ceux qui ont dit il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et le déplacement des peuples contre leur volonté, parce que c'est de ça il s'agit, je ne l'accepte pas. Bien sûr, il faut développer et je veux ces défendre pays. La France avec toute sa diversité, parce que la France, je ferai juste remarquer qu'on a un certain nombre de départements et de territoires qui sont pas blancs. Je salue mes amis réunionnais, martiniquais, etc., qui sont aussi français que moi. Il s'agit pas d'une question de couleur, il s'agit d'une question... Oui, mais quand on emploie le terme musulman comme tout à l'heure, eh bien moi je ne veux pas tomber sur la charia. Allez. 0826 300 300, tout de suite les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots en D: désmicardisation, débureaucratisation et des agriculteurs, mais là c'est en 2 mots. Oui. Désagrégation des agriculteurs. Voilà, ce sont quelques-uns des axes de travail du nouveau Premier ministre pour réarmer la France. Gabriel Attal vient de réutiliser la formule dans son discours de politique générale. 3 semaines après sa nomination, le chef du gouvernement entend aussi désmicardiser donc le pays, débureaucratiser sur fond de malaise agricole. On entendra la réaction à chaud des exploitants qui bloquent les autoroutes. Les vraies voix Sud Radio. 1h20 de discours, pas mal d'annonces sur lesquelles on va revenir dans un instant et une conclusion en forme d'anaphore. Être français en 2024, oui, c'est une fierté. Notre société est plus ouverte, plus audacieuse, plus pionnière que l'image que nous nous renvoyons parfois à nous-mêmes. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays où l'histoire s'écrit. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays qui n'a pas renoncé au progrès social, à protéger les droits de tous, et surtout de toutes, et à en conquérir de nouveaux. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays dont l'honneur est de se battre pour la stabilité du monde, pour la justice et pour la paix. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. C'est sans doute ça, fendre l'armure, selon la formule consacrée. Mais avant ce mot personnel, Gabriel Attal a aligné pas mal d'annonces durant son discours de politique générale. Il entend lancer une réforme des bas salaires, l'idée étant de ne plus concentrer les aides et exonérations sur les seuls bas salaires, histoire de ne pas inciter les employeurs à maintenir éternellement leurs salariés au SMIC. On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proches du SMIC toute leur carrière. La progression
salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Dès le prochain projet de loi de finances, en nous appuyant sur les propositions de parlementaires, de partenaires sociaux et sur un certain nombre de travaux d'experts qui sont actuellement conduits, nous commencerons à réformer ce système. Autre annonce ou chantier annoncé par Gabriel Attal, création en 2027 d'un service civique et écologique qui réunira 500 000 jeunes désireux de s'engager pour le climat. Il va généraliser le service national universel dès 2026. Un projet de loi sur l'aide active à mourir avant l'été prochain, dit Gabriel Attal, sur la santé. Et il va permettre de restaurer les obligations de garde pour les médecins libéraux dans les départements mal pourvus. Le Premier ministre entend aussi faire payer désormais les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous. Sur l'immigration, Gabriel Attal parle de tenir l'engagement d'Elisabeth Borne de réformer l'aide médicale d'État. Le Conseil constitutionnel, pour mémoire, a retoqué une partie des mesures LR, mais donc le Premier ministre promet de revenir sur ce sujet de l'AME par la voie de réglementaire. Autre annonce, les chômeurs en fin de droit ne devraient plus avoir d'allocation spécifique de solidarité permettant, sans travailler, dit-il, de valider des trimestres de retraite. Les chômeurs vont basculer sur le RSA, le revenu de solidarité active. Et le deuxième mot, c'est débureaucratisation. Et oui, les complexités administratives font perdre à la France 60 milliards d'euros par an selon Gabriel Attal. Le Premier ministre promet donc de réformer tout ça et notamment pour les PME, débureaucratiser, une annonce qui fait écho à l'actualité, à notre troisième mot, à ces agriculteurs qui se plaignent notamment des normes. Gabriel Attal forcément a évoqué leur cas. Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. Le Premier ministre le promet aussi, d'ici le 15 mars, toutes les aides de la PAC seront versées sur les comptes bancaires des agriculteurs. Enfin, toutes les amendes infligées à l'industrie ou à la grande distribution au nom de la loi Egalim sur les prix seront utilisées pour soutenir les agriculteurs, dit-il. Pour autant, autant vous le dire, sur les blocages, tous les agriculteurs mobilisés se sont pas exclamés « Youpi, on rentre chez nous ». Moi, j'y crois pas. De toute façon, ce gouvernement, j'y ai jamais cru. Donc, c'est pas maintenant que je vais y croire. Après, peut-être que je me trompe. Et puis, on verra par la suite. Mais non, c'est trop facile. Si on part, c'est comme si qu'ils ont gagné. Ils attendent que ça. Ils attendent plus qu'une chose, c'est de diviser tout le monde. Ça veut dire des gens qui vont partir, c'est de diviser les agriculteurs entre eux. Non, c'est pas le but. Nous, on est solidaires. Le problème, c'est qu'à force d'avoir des petites miettes, à un moment, les gens ils vont pas plus. Ils vont être sages, mais à un moment donné, on va plus pouvoir les retenir. Nicolas, éleveur de vaches laitières dans la Manche, au micro Sud Radio de Clément Barguin sur les blocages autoroutiers. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette déclaration de politique générale avec cependant un gouvernement incomplet, avec un paysage forcément toujours paralysé par la colère des agriculteurs, Philippe. Oui, alors faire une déclaration de politique générale alors qu'on ne connaît pas l'ensemble du gouvernement, est-ce que ça vous gêne ? Est-ce que c'est surprenant ? Est-ce que c'est choquant ? Est-ce que ça ne change rien ? Eh bien pour vous, ça ne change rien. À 54%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Nicolas Corato est avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Corato, merci. Bonsoir, Cécile. Bonsoir Philippe. D'être avec nous. Après l'hyper-président, est-ce qu'on assiste à l'hyper-premier ministre ? Je ne sais pas s'il est hyper Premier ministre. En tout cas, il est hyper sous pression. Et c'est peut-être une des premières fois dans l'histoire de la 5e où un discours de politique générale se passe dans une capitale assiégée, comme le dit la FNSEA. Donc ça, c'est pour l'histoire. Et puis pour le futur, on verra bien s'il sera hyper président, mais n'est pas Jupiter qui veut au royaume de Jupiter. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez réagir. Vous êtes les bienvenus avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Joseph Touvenel. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Ravi de vous retrouver dans les vraies voix avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Joseph Touvenel. Et vous, au 0826 300 300, vous pouvez bien sûr partager et participer à ce débat. Vous êtes les bienvenus. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Le discours de politique générale, il a été déjà prononcé par le président de la République il y a 10 jours. Je n'en attends pas grand-chose parce que Gabriel Attal n'est ni plus ni moins qu'un mini Emmanuel Macron. Ça en dit long sur le degré d'autonomie dont dispose le Premier ministre aujourd'hui. Il va nous faire certainement le coup des promesses, de la fermeté, de l'écoute, de la co-construction. La France n'a jamais été, n'est pas, ne sera jamais une nation qui subit. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain.
Et donc, le Premier ministre a livré son discours aujourd'hui de politique générale. Cas exceptionnel, cette allocution survient 3 semaines après la désignation du Premier ministre, tant que le gouvernement n'est toujours pas entièrement formé. Restent quelques inconnus, par exemple le ministre des Transports, du Logement et certains ministres délégués, Philippe. Oui, alors d'où cette question. Est-ce que Gabriel Attal a réussi son examen de passage devant les députés? Est-ce qu'il aurait dû demander la confiance? Au moins pour une question de panache. Est-ce que les ministres délégués et secrétaires d'État qui ne sont pas encore nommés n'auront pour marge de manœuvre que la feuille de route énoncée par le Premier ministre au perchoir? Que d'autres questions, faire une déclaration de politique générale alors qu'on ne connaît pas l'ensemble du gouvernement, ça ne changera rien pour 55% d'entre vous et c'est choquant pour 31%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et avec Nicolas Corato qui est avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Bienvenue Nicolas Corato. Philippe Bilger, est-ce que certains nous disent que ça changera rien à 55% de ne pas avoir un gouvernement totalement complet? Alors, j'ai écouté Nicolas, non pas, la phrase ne m'a pas choqué, peut-être dire que Paris est assiégé, c'est peut-être un peu trop. Mais sur le fond, moi je trouve la question de Sud Radio est très bonne. Je n'aurais jamais validé un discours général. À partir du moment où le gouvernement n'aurait pas été au complet. Bien sûr, ceux qui seront nommés seront informés de ce qu'a dit le Premier ministre, mais il aurait été préférable que ce discours soit tenu devant l'ensemble du gouvernement. À force de vouloir faire des incongruités, un jour le macronisme tombera par terre. Mais pour le reste, en 1 minute, je sais que je suis totalement schizophrénique, que je suis partagé, écartelé entre une adhésion personnelle à ce Premier ministre qui laisse espérer beaucoup de choses avec une sorte de juvénilité pragmatique et réactive, et le macronisme avec lequel je suis en désaccord. Je sais que ça peut apparaître contradictoire, mais je trouve que son discours de politique générale, a priori, n'a rien à voir avec le jugement qu'a porté Jean-Luc Mélenchon, qui a osé dire c'est le discours le plus réactionnaire. Merci pour le qui c'est qui l'a dit, la question était dedans. Parce que vous êtes le psychanalyste, vous voulez analyser Philippe Bilger, le 0826 300 300. Sa relation à Gabriel Attal, c'est vrai. Écoutez, c'est un discours. Nicolas disait tout à l'heure un discours hyper à droite. Ça, c'est la réalité. Après, réactionnaire ou pas, je n'en sais absolument rien. Je pense qu'on met tout et n'importe quoi dans ce mot de réactionnaire. Moi aussi, il m'arrive d'être en réaction à des choses. Donc, qu'est-ce que c'est réactionnaire? En tout cas, je pense que c'est pas le bon mot, mais c'est un discours extrêmement à droite toute. Voilà, avec quelqu'un, moi, qui m'a un peu pas du tout impressionné, parce que l'enfilage de perles au début sur la France, ce grand pays qui n'a jamais subi, bon, évidemment, toute l'histoire de France démontre que ça n'est pas vrai, c'est inévitable. Il y a un passage obligé. Moi, je pense qu'on était au paroxysme, si vous voulez, de la folie de la Ve République, où vous avez Gabriel Attal qui va faire son discours de politique générale, et 5 minutes avant, dans l'écran, vous voyez Emmanuel Macron qui apparaît et qui répond en direct sur la question de la crise agricole. Donc voilà, il y a quelque chose qui en mode, voilà, le patron c'est moi. Moi, je trouve que c'est un discours très dur sur le plan social. C'est un discours très dur avec le RSA, avec une nouvelle réforme du chômage qui est annoncée. C'est un discours extrêmement vague sur les mesures, et tant mieux. C'est mini Macron. Et là où je rejoins Nicolas, n'est pas Emmanuel Macron qui veut. Moi, je l'ai trouvé presque hargneux à la fin. Je pense que quand on a de la hauteur et de la puissance et qu'on a confiance en foi, on ne fait pas ce qu'il a fait avec le Rassemblement national. En gros, il a accusé finalement Marine Le Pen de travailler pour la Russie. Je trouve que ça gâche le truc. On avait l'impression de revoir Gabriel Attal en train d'aboyer lorsqu'il était porte-parole, et je trouve ça assez... je l'ai trouvé moyen, ce discours, mais bon, il y a bien longtemps que à part Chambard-Delmas, nous étions trop petits, mais les grands discours de politique générale, en fait, il n'y en a pas eu tant que ça dans la Ve République. Joseph Touvenel. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'un Premier ministre, normalement, c'est un animateur d'une équipe. Même s'il décide, et là l'équipe est pas complète. Ce qui veut dire qu'on est dans une hyper-présidentialisation. Macron décide, le Premier ministre va mettre en musique, et les ministres, de toute façon, ils n'ont pas la parole. Je trouve que c'est un peu gênant dans le fonctionnement. Après, au moins il avait du dynamisme, de la vie, et ça c'était bien, parce que par rapport à Elisabeth Borne, moi je la voyais, je tombais en larmes. Il y a eu un décès quelque part, donc là ça change. Mais
Je passe les promesses, dont un certain nombre, c'est bien, si elles pouvaient être suivies des faits. Enfin, je n'oublie pas que ça fait 5 ans qu'il est quand même ministre, secrétaire d'État, etc., et que toutes les équipes ont voté des lois où aujourd'hui ils nous disent on va les déshabiller. Mais je note 2 choses. La première, c'est son exemple du ménage. Il s'est voulu concret. Mais il se trouve que celui qui parle, pendant 2 ans, il a été homme de ménage. Je n'avais aucune envie. Même si je me levais tôt, pas au milieu de la nuit comme il l'a dit. Un premier métro à Paris, c'est 5h30 du matin. 5h30 par 5h30, la ligne. Je n'avais aucune envie, pour mon travail et pour les autres, d'aller faire le ménage au milieu des gens dans les bureaux. Comment je passe l'aspirateur, comment je fais... Enfin, c'est une méconnaissance de la réalité du travail. Et ça, moi, ça me gêne. Deuxième point, méconnaissance de la réalité du travail. J'annonce des décisions alors que les partenaires sociaux, patronat, syndicats sont en train d'en décider. Mais moi, je suis de ceux qui considèrent que si patronat, syndicats se mettent d'accord, c'est ceux qui connaissent le mieux le monde de l'entreprise, c'est ceux qui sont les plus à même de trouver des accords, s'ils en trouvent. Et le gouvernement, là, il nous dit, ben voilà, il a déjà pris des décisions, ils n'ont plus qu'à suivre. C'est-à-dire, c'est nier les corps intermédiaires, et je crois que la France souffre de ne plus avoir de corps intermédiaires ou des corps intermédiaires insuffisants, et il nous le démontre en nous disant, ben voilà, pendant des années, c'est le haut qui a décidé à la place du bas, parce qu'on a nié les corps intermédiaires, c'est ce qu'il vient de faire en direct. Allez, Nicolas Corato, voilà le tour de nos vraies voix. Alors vous avez les yeux de Chimène, Philippe Bilger, et un peu beaucoup plus critique, Françoise de Gaulle et Joseph Touvenel. On va dire ça comme ça. Oui, peut-être pour répondre à Philippe Bilger sur le fait que j'ai parlé d'une capitale assiégée, c'était avec des guillemets, je reprenais simplement l'expression peut-être hasardeuse et un peu inquiétante d'ailleurs du président de la FNSEA. Oui, c'est Rousseau qui a dit ça, c'est pas Nicolas. Il parle de siège de Paris, ce qui est inquiétant quand un président d'un syndicat parle de siège et d'opérations militaires sur Paris. Je pense qu'il aurait été d'un autre bord et d'un autre secteur, on aurait tout de suite crié à la fin de l'état de droit ou à une menace sur la sécurité publique. Mais la parenthèse est refermée. Pour répondre peut-être à la question que vous posiez à vos auditeurs, c'est pas la première fois que dans la Ve République, un discours de politique générale est prononcé sans un gouvernement au complet. Mais c'est certainement la première fois dans l'histoire de la Ve République que 3 semaines après la nomination du Premier ministre, il manque encore des ministres essentiels. Vous avez parlé du logement. Qu'est-ce qui explique que 3 semaines après la nomination de M. Attal, il n'y ait pas de ministre du logement en France? Qu'est-ce qui explique que Mme Vautrin, qui a un portefeuille délirant, la santé, les affaires sociales, le travail, n'ait pas de ministre délégué ou de secrétaire d'État? Qu'est-ce qui explique que Mme Oudéa Castéra, qui fait preuve d'une entrée en matière parfaitement remarquable et remarquée, elle aussi ne bénéficie pas de soutien de ministre délégué ou de secrétaire d'État? Personne ne peut l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? La question que sont en capacité de se poser les Français, c'est pas est-ce que M. Attal a prononcé un bon ou un mauvais discours, c'est qu'est-ce qui explique concrètement que ce gouvernement ne soit pas au complet 3 semaines après la nomination du Premier ministre? Qu'est-ce qui ne va pas au sommet de l'État? Vrai sujet. 3 semaines, c'est très long quand même. Nicolas, vous avez la réponse. Vous savez très bien ce qui va pas. C'est la grogne interminable de François Bayrou et la colère interminable de Édouard Philippe. Alors, je sais très bien que Emmanuel Macron a dîné avec eux, mais le tour de rattrapage, c'est sur les secrétaires d'État, c'est sur les ministres délégués, et qu'il y a un problème d'équilibre complet politique. Nous sommes coincés, et vous savez très bien que c'est ça qui se passe. Quand on disait il y a 15 jours, là, autour de cette table, François Bayrou ne décolère pas, c'est tout à fait exact. Il ne décolère pas. Et la menace de porter une liste, la menace de ne pas voter parce que sans Bayrou, alors là, il n'y a plus de majorité Macron, c'est terminé, eh bien, et sans Horizon, elle est réelle. Et donc, ça n'est pas suffisant, et je pense que Bayrou et Édouard Philippe font monter les enchères. Je pense que Macron veut pas qu'on lui torde le bras, il a horreur de ça, et voilà pourquoi ça traîne. C'est de la politicaillerie au plus haut niveau. C'est mon explication. Oui, mais François, c'est inquiétant parce qu'on avait jusqu'à présent une majorité relative qui avait du mal à gouverner, on l'a vu, en tout cas en dehors du 49-3. On a maintenant une majorité relative qui est en risque d'implosion, effectivement, entre un hémisphère droit, un hémisphère du centre et un hémisphère de gauche. Ça fait 3 hémisphères, il y en a peut-être un de trop d'ailleurs. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a du mal à garder sa propre majorité dans un schéma classique. Et vous faisiez remarquer effectivement la tonalité très à droite du discours de politique générale de M. Attal, c'est le cas. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu un discours de politique générale aussi à droite,
même du temps des premiers ministres de Nicolas Sarkozy, il y avait toujours un peu plus de social qui traînait. Oui. Et je pense que le pôle de gauche, l'hémisphère gauche de la majorité présidentielle, qui est traumatisé par la loi immigration et qui a été sanctionné dans le dernier gouvernement, dans le remaniement, va devoir se poser des questions existentielles. Est-ce que c'est encore normal, classique, que des gens comme Monsieur Houllier ou Monsieur Beaune restent sur cette ligne politique qui est une ligne extrêmement libérale, extrêmement à droite. Allez, 0826 300 300 avec Christophe qui nous appelle du Val d'Oise. Christophe, une réaction? Oui, bonjour. Moi, je dirais plutôt un discours plutôt centre-droit. Très à droite, je suis pas trop d'accord. Bon, dynamique. 1h20 d'inventaire, bon, ça c'était attendu. Alors, il le prononce 3 semaines après sa mise en place. Certes, il y a des ministres délégués et des secrétaires d'État qui ne sont pas nommés, mais au moins ils auront l'avantage de connaître la feuille de route. Ils ont de l'humour, nos auditeurs. Ça sera déjà un bon point. Et bravo à ce petit sursaut patriote qui m'a beaucoup touché en rappelant l'héritage laissé par nos anciens. En réaction, Philippe Bilger, vous dites que c'est plutôt un discours de centre-droit ou un discours très à droite. Vous êtes plutôt Nicolas Corato ou plutôt Christophe? Je vais être très basique, je veux dire, sans avoir écouté l'intégralité du discours. Tout de même, il m'a semblé qu'aucune des mesures annoncées, en effet, si elles sont réalisées, Joseph, je vous rejoins totalement, il n'y en a aucune qui offense le bon sens. Je veux dire... à un certain niveau, je ne me demande plus si c'est de droite ou de gauche, je me demande d'abord si c'est ce que les Français veulent, et deuxième élément, si ça peut faire avancer véritablement le progrès de la France. Sérieusement, Philippe, oui. Le bon sens, ça aussi, le bon sens près de chez vous, qu'est-ce que c'est cette nouvelle passion pour le bon sens? Mais la gauche et la droite, ça existe. Quand vous décidez que vous allez à nouveau restructurer et refaire un tour de vis dans les allocations, dans la réforme du chômage, vous sous-entendiez, il a été très clair, que de toute façon, les chômeurs, il faut les remettre au travail parce que c'est des vrais feignasses. D'accord? Ça, c'est un discours de... Ne m'expliquez pas que c'est du bon sens ou pas. Il l'a pas dit comme ça. Si, il l'a dit comme ça. Je préfère quelqu'un qui travaille plutôt... Au bout d'un certain temps, mais au bout d'un certain temps, c'est 6 mois maintenant. C'est 6 mois maintenant. Oui. Mais Philippe, au bout de 6 mois, vous perdez 30% de votre allocation chômage. D'accord? Oui. Ça veut dire que vous prenez n'importe quel boulet. On sait le désastre que ça amène 20 ans après en Allemagne et en Grande-Bretagne, cette façon de fonctionner. Quand il nous parle de j'en ai marre de la smicartisation, mais qui a smicardisé ce pays? Jamais il y a eu autant de smicards. Philippe David le disait l'autre jour dans un billet. 17% de smicards dans ce pays. 7 ans de gouvernement d'Emmanuel Macron. Quand vous faites du travail quasiment gratuit avec le RSA et les 15 heures, vous m'expliquez que c'est le bon sens. Mais il n'est pas en charge. Mais il y a une différence entre la gauche et la droite, Philippe. Donc l'idée de le bon sens, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est totalement à droite. Vous parlez au nom d'une conception de la société. Bien sûr, qui n'est pas supérieure à la mienne. Mais je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'on peut débattre. Voilà. Mais vous êtes de droite et je suis de gauche. Voilà. Joseph Tournel, une question de bon sens. Joseph Tournel qui connaît la casquette patron et la casquette syndicaliste. C'est très à droite, c'est centre-droit, c'est quoi? Non, mais à votre différence, visiblement, moi, avant de parler de droite et gauche, j'aimerais qu'on me dise aujourd'hui ce qu'est la droite, quelles sont les valeurs de droite, quelles sont les valeurs de gauche. J'aimerais savoir. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que tout ce qu'on nous raconte. La volonté de mettre fin à la smicardisation, très bien si c'est pour augmenter les salaires des gens. Et que dit-il? Et il dit, ce qu'on connaît tous depuis des années, c'est un constat qui est ni de droite ni de gauche, qu'il y a une trappe à bas salaire. C'est vrai. Et c'est la remise Fillon qui fait qu'on ne paye pas de charge sociale sur le SMIC qui est au-dessus du SMIC. À la fois, cette trappe à bas salaire, ça permet de créer des emplois, parce que le coût du travail est inférieur pour un certain nombre de métiers, ce qui permet à des entreprises d'embaucher et de faire travailler des gens. Moi, je ne sais pas si c'est une mesure de droite ou de gauche. Je vois que c'est une mesure qui a un risque, la trappe à bas salaire, et à un moment donné, comment franchir le cap? Franchir le cap, pour moi, c'est du bon sens. C'est ni de droite ni de gauche, c'est du bon sens. Non, et après, la gauche, elle est précise. La gauche, elle dit il faut augmenter de 1 à 4, il faut augmenter les salaires de 10% pour 1 à 4 fois du SMIC. Pardon, Françoise, le mot de la fin avec Nicolas Corato, s'il vous plaît. Écoutez, on ne va pas épiloguer sur ce qu'est la droite et la gauche. Je suis d'accord avec Françoise. Il y a ces deux notions très différentes qui sont pertinentes aujourd'hui. En tout cas, les Français qui attendent du progrès social, des services publics et de l'action sociale savent à quel point la gauche, ça existe. Et ceux qui n'en sont plus bénéficiaires le savent aussi. Et je pense qu'on devrait effectivement se repencher un peu là-dessus. Moi, ce qui m'étonne énormément, je vais vous dire, ça ne m'étonne pas, mais
je pense qu'il faut qu'on en soit témoin. C'est que Monsieur Gabriel Attal, effectivement, qui a commencé dans un gouvernement, comme conseiller dans un gouvernement Hollande, finit au perchoir de l'Assemblée nationale avec un prononcé de discours qui manifestement aurait bien plu à Monsieur Juppé, Premier ministre de Jacques Chirac. Donc je pense on doit se poser quand même la question de savoir effectivement quelle est la ligne de ce gouvernement. Manifestement, elle ne se situe pas à gauche. Merci. Ou elle ne se situe plus à gauche. Beaucoup, Nicolas Corato, d'avoir été avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Vous restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix et bienvenue pour ce moment important de l'émission. Un point culminant, comme on peut dire, avec des descentes et des montées. En ce moment, on est un peu en descente, mais on peut remonter. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Joseph Touvenel. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et pour jouer avec nous, Christophe de Valdoise. Ça va, Christophe ? Très bien. Il a l'air bon, Christophe. Vous avez pu réviser ou pas ? Réviser, c'est compliqué, mais bon. Bon, bah, écoutez, on va essayer de tricher, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Je compte sur vous. Ouais, okay. Comment vous dire allez, c'est une question à un point. Qui c'est qui l'a dit ? Quand je partirai, vous ne pleurerez pas, vous m'applaudirez. Emmanuel Macron. Non. Non, c'est une femme. Elisabeth Van der Borne. Leyen. Non. Rachida Dati. Bonne réponse de Françoise Degois. Rachida Dati, effectivement. Dans ses vœux à la culture. Mon Dieu. Une autre question à un point. Qui c'est qui l'a dit ? Christophe, c'est à vous. Je suis prêt. Je suis déterminé. Christophe. Gabriel Attal. Bonne réponse de Christophe. Oh, c'est donné, ça. Oui. Vraiment, vous exagérez. Ça y est, elle est encore pas d'accord, votre avis. Si, c'est bon. Allez, qui c'est qui l'a dit sur le discours de Gabriel Attal ? C'est le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. Mélenchon. Bonne réponse de Christophe. Bravo, Christophe. Non, c'est Christophe. Non, mais attendez, il y a Bilger qui proteste. Non, mais vous avez des droits d'auteur pour les propos de Mélenchon. Attention, Philippe. Oui, mais je trouve qu'il mérite un point, Philippe. Non, ça y est là. Qui c'est qui l'a dit ? C'est encore une question à un point sur la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne fait plus du droit, mais de la politique. Ah mais oui, c'est... Attendez, Christophe, non. Je me souviens plus, mais je sais, je l'ai vu passer. Langauchat. Joseph, Le Ciotti, bonne réponse. Un point pour Philippe Bilger. Rotaillot, peut-être. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a mis. Allez, qui c'est qui l'a dit ? Ça vaut 3 points, mon cher Christophe. Nous appelons les salariés à multiplier les grèves pour gagner des augmentations de salaire. Ce n'est pas un politique. Christophe. Ce n'est pas un politique. Ni une politique, mais syndicaliste. Oui. Allez-y. Madame Binet. Bonne réponse. Ça fait 3 points pour Joseph Touvenel. Sophie Il y a un Binet. rattrapage tout d'un coup. Accrochez-vous pour la suite. Attention, c'est le siège magique ici. Qui c'est qui l'a dit ? Question à 2 points. Nous ne toucherons pas à la loi Veil ou au statut actuel de l'IVG. Est-ce qu'il y a une urgence à constitutionnaliser l'IVG ? Évidemment non. Christophe. C'est un député. Bon. Langauchat. RN. Marnax. Député Marnax. RN. RN, Tanguy. Chenu. Non. Giacomelli. Bonne réponse, Laurent Giacobelli. 2 points. Parce que le président du Sénat avait dit la même chose. Oui, on sait. La semaine dernière, c'est vrai, t'as raison. Ben là, il l'a dit ce matin. Bah oui. Tu m'as donné combien ? 3 là ? 2 ? Non, 2. Alors, une question, qui c'est qui l'a dit ? Pour ne pas plonger le pays dans le chaos et la guerre civile avec l'extrême droite, notre responsabilité à gauche est de rassembler un projet qui porte des ruptures positives pour les Français. Christophe. C'est la citation la plus longue du monde. C'est une femme. Parce que c'est chiant. C'est une femme. Mais c'est en une phrase. Ah bon ? C'est une femme qui Oui. a dit ça ? Christophe. Il y a encore des femmes de gauche. Et les filles. C'est Ségolène Oui, Royal, les filles, oui. Et les Non. filles Mathilde au teint. Panot. Bonne réponse, Clémentine Autain, 3 points pour Philippe Bilger. Dis donc, Philippe, qu'est-ce qui se Pour une passe ? fois, j'ai 3 points. Allez, dernière question. Allez, qui c'est qui l'a dit à propos des tentatives de blocage du marché de Rungis ? Question à 2 points. Notre objectif n'est pas d'affamer les Français, on veut les nourrir. Christophe. Ah, ouais, Christophe. Le président de la FNSEA. Bonne réponse, 2 points pour Christophe. C'était lui. J'avais dit. Eh bien, écoutez, Christophe, égalité avec Philippe Bilger, 4-4.
franchement. Égalité avec un magistrat, j'adore. Le binôme Vous magistrat. pourriez me laisser la victoire, Christophe, franchement. Bravo mon cher Christophe. Allez, Bravo. ouais, merci en tout cas d'avoir Merci joué à avec vous. nous et d'avoir débattu avec nous. Dans 10 minutes, tour de table de l'actu Dodo. Vraie voix avec vous, Philippe Bilger. On parle de quoi? Un petit bonhomme de 9 ans sauvé par une institutrice formidable. Avec vous, Françoise Degois. Alors, on parle des eaux minérales quand même avec les grandes compagnies qui ont triché sur la qualité des eaux. C'est très flippant. Joseph Touvenel. Eh bien, nous allons parler de cette expression « ce pays », dans ce pays. Ah. Et je vous en dirai un petit peu plus. Ça va être philosophique. Allez, Hein. ça semble. Allez, un petit cours dans un instant. Prenez vos cahiers, vos crayons. On arrive. 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue chers amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec l'équipe du jour. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Joseph Touvenel et vous au 0826 300 300. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h bien entendu. Dans un instant, eh bien vous avez la parole avec Félix Mathieu. Vous nous emmenez où Félix? Direction Roubaix où une quarantaine de vélos réparés viennent de partir pour l'Ukraine. Et c'est une bonne nouvelle, allez. Eh oui. Et il y a moins d'une semaine, j'avais poussé un coup de gueule sur les députés qui avaient augmenté leur avance de frais de mandat de 305 euros pour la passer à 5 950 euros par mois. Alors j'assume totalement ce coup de gueule, mais je dois dire que ce sont quand même de bien petits joueurs par rapport à nos sénateurs qui ont augmenté leur enveloppe de frais de 700 euros, plus du double des députés, en fin d'année dernière. Alors celle-ci est passée de 5 900 à 6 600 euros mensuels. Une décision passée inaperçue qui a été révélée par Mediapart hier. Alors comment expliquer que des décisions dont on sait que même si on les fait passer en catimini sortiront un jour, peuvent être votées par des personnes censées être censé. Comment imaginer que ce type de mesure ne crée pas de l'abstention ou du vote protestataire en masse? Alors, on me répondra que critiquer ce type de choses relève du populisme. Soit. Non, c'est juste du bon sens, car quand on a un pays qui se déclasse année après année, une population qui s'appauvrit année après année, une dette qui explose année après année, on évite de faire ce type de provocation, car c'est une provocation. J'ai chiffré le prix du vote pour les deux assemblées. Pour le Sénat, 700 euros multiplié par 348 sénateurs, multiplié par 12, 2 923 200 euros par an. Pour l'Assemblée nationale, 305 euros multipliés par 577 députés multipliés par 12, 2 111 820 euros. Total, à l'euro près, 5 35 025 euros. C'est vrai que, vu notre dette, c'est une goutte d'eau, mais pour le symbole, c'est un tsunami. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger? Le tour de force des sénateurs, c'est qu'ils l'avaient fait en catimini. On n'en avait pas parlé. Alors, j'ai entendu récemment une argumentation qui me semblait pertinente contre votre point de vue. Mais comme je ne saurais plus la développer avec autant de talent, je vous rejoins de toute manière. Là où je vous rejoins, comme pour les députés, c'était pas le moment. Voilà, Françoise Degois. Oui, c'est pas du populisme. Objectivement, qui est-ce qui peut imaginer dans sa petite cervelle quel est le leader politique qui a un poids chiche à ce point pour imaginer que ce genre de mesure, même 50 euros, on est complètement dans le symbole. On ne peut pas faire ça. Même si, je le redis, c'est un discours qui est inaudible, celui-là aussi. Les députés et les parlementaires français font partie des moins bien payés en Europe, par rapport aux Italiens, par rapport aux Allemands, par rapport aux Espagnols. Ils ne sont pas tant payés que ça, c'est ce que je veux dire. Ok, ils ont quand même le confort de travailler. Moi, je suis d'accord. C'est pas du populisme. L'argument de Yalbrod, Pivet, tout ça, vous êtes des populistes. Non, tout ça, c'est juste une question de dignité, de la vie digne des gens. Joseph Touvenel. Moi, j'en tire deux conclusions. La première, c'est que les prix doivent être bien plus élevés du côté du Sénat que du côté de l'Assemblée nationale. C'est cher dans le coin. Oui, absolument. Donc, aller faire son petit marché le matin. Le trésor du Sénat, ça... tu sais, le trésor. La deuxième, c'est que pour moi, c'est totalement indécent. Aujourd'hui, 700 euros, c'est plus de la moitié du salaire minimum net. C'est-à-dire que ces gens qui sont très bien payés, c'est normal. Moi, ça va pas me choquer s'ils ont, mais ils viennent de s'augmenter de plus de la moitié du salaire minimum. C'est des frais. C'est des frais. Enfin, c'est des frais. Vous êtes gentil. Mais c'est tout à fait normal. Non, mais c'est tout à fait différent, les frais. Non, mais qu'ils aient des frais, d'accord, mais qu'ils se les augmentent de cette façon-là. Voilà. 6 600 euros par mois, c'est pas mal, quoi. Je trouve ça absolument indécent dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Alors, il y a la dette, mais même symboliquement par rapport aux Français qui vont avoir les notes d'électricité qui augmentent, etc., ils ont tout faux.
Merci Pour une beaucoup. fois, je ne suis pas totalement d'accord avec le seul syndicaliste raisonnable de France. Et avec vous, Félix, on part à Roubaix. Vous avez la parole, bien entendu. Oui, Roubaix, où une association de réparation de vélos vient d'en envoyer 40 en Ukraine. Figurez-vous, ils estiment que ça peut servir dans un pays en guerre. Bonsoir Antoine Garando. Bonsoir Félix, bonsoir toute l'équipe. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes co-directeur de cette association Recycle-moi, un atelier associatif de réparation de vélos à Roubaix. Donc, alors vous faites ce don en partenariat avec l'association Le Portail de l'Ukraine. Ça y est, là, vos vélos viennent juste de partir dans le camion direction l'Ukraine. Exactement, il y a encore une heure, j'étais sur la plateforme logistique à remplir avec l'équipe du Portail de l'Ukraine le camion. Alors entre les produits d'hygiène, la nourriture, tout ce qui est médicaments et autres, les vélos se trouvaient là. Et nous, on est ravis de pouvoir participer à notre échelle à cette opération. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de solidarité avec l'Ukraine depuis le début de la guerre, mais des vélos, c'est pas forcément la première chose à laquelle on penserait. Ça vous est venu comment cette idée de vous dire, tiens, on va envoyer des vélos en Ukraine? Bah déjà, le vélo, c'est notre ADN. Nous, on en répare tous les jours à l'atelier à Roubaix. C'est notre ADN de fournir un vélo là où on en a besoin. Donc que ce soit en France ou ailleurs, dès qu'il y a un besoin de vélo, on est là pour proposer des vélos peu chers et qui ont été fabriqués en aidant des gens à retrouver un travail. Donc on s'est dit c'était cohérent par rapport à notre ADN. Envoyer des vélos en Ukraine, dans un pays en guerre où il y a des prix du carburant qui augmentent, des routes en mauvais état, bah c'est vachement cohérent, ouais. Dans des pays en guerre, le vélo est vachement utile. Et alors, ce que vous dites, c'est qu'en plus des vélos, on en jette plus d'1 million chaque année en France? Alors oui, c'est notre troisième axe, c'est tout ce qui est prévention des déchets. 1,2 million de vélos jetés par an par les Français, c'est énorme. Et nous, à notre petite échelle, on essaye on les récupère, on les collecte et on les réemploie, c'est-à-dire qu'on les répare pour leur donner une seconde vie. Tout ça dans notre atelier à Roubaix, avec des gens éloignés de l'emploi qu'on forme à la mécanique cycle. Quelle bonne idée. On s'était moqué d'Anne Hidalgo un jour, parce qu'elle avait proposé un ministre ukrainien qui était dans une mouise totale des vélos. Non, c'était au maire de Kiev, je crois. Des pistes cyclables. Après la fin de la guerre. Mais c'était peut-être pas si bête. Non, mais parce que pour avoir fait peut-être pas le moment non plus. quelques pays en guerre, bien sûr que quand il n'y a plus rien, le vélo, ça devient un luxe. En réalité, ça devient un objet de luxe. Bon, alors, on a tous en tête l'image des films de la guerre avec Bourvil et Louis de Funès. Mais le vélo, on se rend pas compte à quel point le vélo devient un accessoire indispensable dans un pays dévasté, vraiment. Bravo. Merci en tout cas Antoine Garando d'avoir été avec nous, co-directeur de cette association. Ça s'appelle Recycle-moi, atelier associatif de réparation, et c'est à Roubaix. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec plaisir. Félix. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec vous Philippe Bilger. On parle de quoi? D'une instit extraordinaire qui a sauvé un petit bonhomme de 9 ans. Joseph Touvenel. Sur l'instit qui... Non, pas du tout. sur votre sujet. Dans ce pays, cette formule qu'on emploie sur les plateaux télé, dans les radios. Et les eaux minérales polluées qui ont été dépolluées avec la DGCRF qui a fermé les yeux, et ça, c'est pas bien. Allez, à tout de suite les amis, on fait une pause. Les vraies voix jusqu'à 19h, c'est du débat, des opinions différentes, forcément, avec vous, 0826, j'allais dire 0826 différents, n'importe quoi. 0826 300 300, autour de la table, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Joseph Touvenel, et vous, bien entendu. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler de Maxime, 9 ans, sauvé par son institutrice héroïque. Vous aurez remarqué, chers amis, que depuis hier, en tout cas, j'ai décidé, dans les coups de cœur, de rendre hommage à une quotidienneté qui est faite de multiples actes de courage de gens qui demeurent anonymes la plupart du temps et qui donnent une belle image de l'humanité. Je veux dire, il n'y a pas que des belles trames dans la vie, il y a des gens qui agissent de manière discrète et qui font des choses extraordinaires. Et donc j'en viens au fait qu'enfin en PVL, en CM2,
un petit gamin, Maxime, qui a 9 ans, qui souffre d'un souffle au cœur. Il a rendez-vous chez un cardiologue. Lors de la classe, tout à coup, il s'effondre par terre. On remarque que son banc est vide. L'institutrice immédiatement prend les choses en main. Elle suit à la lettre les directives du 18 et ça dure apparemment durant des heures. À un moment donné, on croit que le petit est mort. Et puis tout à coup, il revient à la vie. Tout le monde est affolé, sauf l'institutrice, et elle réussit un miracle. Elle le fait revenir à la vie. Ça, je trouve ça magnifique. C'est formidable. Hein, voilà. Oui. Je suis d'accord, les héros du quotidien. Dans le micro. Absolument. Oui, je suis d'accord. Elle a su écouter les directives du 18. Moi, j'ose le dire, puisque le gamin est sauvé, j'aurais écouté ça. Je crois que j'aurais foiré, même dans les gestes à faire. Mais alors, je crois qu'on ne se rend pas bien compte que dans ces moments-là, on dépasse nos limites. Je suis d'accord avec Cécile là-dessus. Voilà. Ouais. Enfin bon. Et puis moi j'incite tout le monde à s'entraîner. Il y a des petits examens à faire pour ça, pour être sûr de pouvoir aider les gens. Comment ça s'appelle le GES et le BNS. Ouais, mais ça c'est intéressant. Ça serait bien d'en parler de ça parce que par exemple tout le monde dit, on utilise l'expression. Elle a raison Cécile de dire ça parce que tout le monde dit parler de l'expression oh là là il est en PLS etc. Mais aujourd'hui moi par exemple la position latérale de sécurité, je ne suis même pas sûr que je sache vraiment l'affaire en réalité. Je suis pas sûr si jamais on a un malaise ici que je sache mettre quelqu'un en PLS. Je pense que c'est vraiment important de se former. C'est l'importance d'apprendre les gestes de premier secours. Et ça, effectivement, ça devrait être généralisé. Ça devrait être même à l'école. Dès le collège. Alors, trop petit, non, mais dès le collège, il y a quelques gestes simples. Oui, absolument. Parce que là, et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Parce qu'on peut faire des erreurs graves. Mais là, bravo à cette professeur des écoles, puisque maintenant c'est comme ça que ça s'appelle. Un nombre de trucs qu'il ne faut pas faire. Par exemple, si ça vous arrive, si j'ai les mains mouillées, qu'est-ce que je fais ? Je le fais quand même ou pas ? Oh bah oui, allez-y. Hein. Sauvez-moi. C'est une chanson de Johnny d'ailleurs. Par exemple, qui sait faire un massage cardiaque autour de cette table ? Oui. Avec les pouces pour les nourrissons, avec les doigts pour les enfants, avec les mains pour avec les mains pour les adultes et les pouces pour les nourrissons. Ah bon ? Et juste. Oui, pour pas écraser la cage thoracique en réalité, pour pas crever la cage thoracique. Bah oui, j'imagine que oui. Et justement, l'institutrice disait que c'est pas avec un adulte, déjà c'est difficile, mais avec un enfant de 9 ans, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. En tout cas, son prénom, elle s'appelle comment ? Écoute, on sait pas. Voilà, on sait pas. Bon, en tout cas, bravo, parce que c'est déjà un métier compliqué. Même avec un adulte, si on est un professionnel, qu'on a l'habitude de les faire, mais quand on n'est pas un professionnel, Sylvie. On applaudit Sylvie. Bravo Sylvie. Combien de temps tu le fais, le massage cardiaque ? Combien de temps il faut faire ? Et puis est-ce qu'on le fait bien, même si on s'est entraîné avant ? Je suis d'accord. Il ne faut pas lâcher. Une fois que vous avez commencé, il ne faut pas arrêter. C'est ça qui est assez dingue. Allez, Françoise Degois, sur ces producteurs de bouteilles d'eau. Alors je suis assez sidérée parce que c'est quand même une enquête qui est très sérieuse parce qu'elle a été sortie par la cellule d'investigation du Monde, par la cellule d'investigation de Radio France. Vous savez, ils se mettent en commun, ils groupent leurs moyens en commun pour pouvoir sortir ce dossier. Et ce dossier me paraît extrêmement solide. Voilà, pendant plusieurs années, en tout cas pendant 2 ans, Nestlé Waters, Nestlé c'est le géant de l'agroalimentaire avec bien sûr, on le sait, Danone et Lactalis, en tout cas le géant des eaux, mais pas simplement lui. On va donner les marques, faisons du name and shame. Il y a Cristalline qui est dedans, vous avez les marques de Nestlé, vous avez Perrier, vous avez Vichy Saint-Yor, vous avez Contrex. Eh bien, il y a un certain nombre de sources qui étaient contaminées. Ils ont quand même puisé ces sources pour mettre en bouteille et ils ont utilisé des traitements qui sont strictement interdits par la législation, notamment à base de sulfate de fer. Je trouve, évidemment, on est dans la crise des agriculteurs, donc on n'entend pas cette information. Cette information est relayée bien sûr par Le Monde, par Radio France, tout le monde l'a relayée. Mais il faut véritablement en parler. C'est dramatique. Moi j'ai le souvenir d'avoir visité les usines d'embouteillage de Nestlé dans le Jura avec des sources qui étaient extrêmement contrôlées, etc. Et la fierté, c'était de dire jamais la main de l'homme ne touche une seule fois la bouteille d'eau et l'eau. Mais la réalité, c'est que c'est un mensonge. La réalité, c'est que ça crée
crée à nouveau de la défiance entre les consommateurs et les grands industriels de l'industrie agroalimentaire, à l'occurrence de l'eau. Et tout ça a été plus ou moins pas couvert, mais en tout cas arrangé à Bercy pour que ça fasse pas trop de scandales. Mais maintenant, on en est là. Moi, je suis désolé, je vous le dis, je n'achèterai plus de Perrier. J'adore pourtant cette eau. On nous a tellement vanté Perrier, les pubs magnifiques, elles sont exceptionnelles ces pubs. Et ben moi, j'ai pas envie de bouffer du sulfate de fer parce que la source de Vergès, elle est un peu en partie contaminée et qu'on décontamine l'eau. Autant boire de l'eau avec du soda stream, si vous voulez, et de l'eau du robinet, ça ira plus vite. Voilà. Joseph Touvenel. Ce qui est... Alors ça paraît avéré. Effectivement, ça a été camouflé pendant certains temps. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui s'est passé là. Mais on est en France, c'est un pays des contrôles. Oui. Et on nous dit des contrôles efficaces. Beaucoup de contrôles. Alors tout ce qu'on importe de l'autre bout du monde, y compris du Mercosur, quand on nous dit oui non mais il y a pas de problème, on va contrôler. Vous imaginez comment sont faits les contrôles quand ces grandes entreprises basées sur notre territoire, on est incapable de les contrôler parce qu'ils ont reconnu les faits. La direction, alors pas exactement comme ça, en disant qu'il y avait aucun risque, etc. Non, ils ont été obligés de le reconnaître, mais bien que sûr. de la précaution pour notre santé quand on les écoute. Mais c'est avéré, c'est reconnu. Mais quels sont les contrôles de tout ce qui arrive des frontières, alors là, qui sont faits sans respecter aucune norme sanitaire ? Non, mais on a un souci avec la DGCCRF, vous savez, la révision générale des politiques publiques lancée par Sarkozy, parce que c'était le même discours que Attal cet après-midi. Il y a trop de normes, il y a trop de bureaucratie, etc. On a sucré aussi beaucoup de postes, notamment de vétérinaires, dans l'administration du contrôle de l'alimentation. Et je vous assure que moi, ça m'inquiète terriblement. Voilà. Alors attention non plus, parce que derrière il y a des salariés, donc il faudrait que le bâton tombe fort sur les entreprises. Et sur les actionnaires, parce que c'est eux qui ont nommé les patrons, mais que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on puisse continuer aussi à acheter ces produits, parce qu'il y a des territoires qu'on vive. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ce mot avec vous, Joseph Touvenel, cette expression qui visiblement vous horripile. Oui, absolument, ce pays. Ce pays. Eh bien, dans ce pays, il se passe quelque chose depuis hier, et ça se passe à Lyon. Et nous allons prendre Samy au 0826 300 300. Bonsoir Samy. Bonsoir Samy. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8, où vous pouvez nous écouter aussi en DAB+. Comment ça se passe finalement? Elle fonctionne bien cette fréquence? Elle fonctionne très très bien. Moi je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant je peux vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence. Donc voilà, je vous suivais quand j'étais en itinérance dans Lyon via mon téléphone, mais maintenant je peux vous suivre chez moi sur mon poste de radio. Magnifique. Bah ça on adore Samy. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, bien sûr. Avec grand plaisir. Mais c'est moi qui vous adore, Cécile. Écoutez, moi nous on vous adore aussi. Philippe ne m'en veulent pas. C'est logique. Elle a un avantage. Oui, elle en a même deux. Françoise aussi. Donc, je voulais vous remercier. Je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites à l'antenne. Et loin de là. Mais au moins, vous exprimez la pluralité des opinions en France et c'est très important. Ça me touche, Samy, merci beaucoup. C'est l'équilibre, c'est ça qui est bien. C'est ça énerve certains sur le plateau de temps en temps, mais en fait, on s'adore. Et à Lyon, on salue tous les gones, les dodécagones, les octogones, tous les gones. Les hexagones. Les restaurateurs, etc., bien sûr. Un petit bouchon, là. Ça y est, vous avez les yeux qui brillent, Philippe David, je sens bien. En tout cas, Samy, on vous écoute. Bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, on était ravis de vous accueillir en direct à l'antenne. On vous embrasse très fort, Samy. Vous restez avec nous. Dans un instant, la suite du tour de table de l'actu des vraies voix, c'est avec Joseph Tournel. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les vraies voix, merci de vous accueillir chez vous, où que vous soyez, on aimerait bien savoir. Nous on imagine des choses, mais la réalité est certainement tout autre. Peut-être qu'on les dérange, mais non. On va parler tout doucement peut-être. Philippe Bilger, Françoise Debois et Joseph Touvenel. C'était il y a quelques instants le tour de table de l'actu des vraies voix. Et dans ce pays, Joseph Touvenel, il y a un truc qui vous agace. C'est une formule qu'on entend régulièrement. Alors, je ne l'ai pas entendu sur ce plateau, j'ai guetté ce soir et d'autres soirs. Mais vous avez c'est insécurité, nous ici. Des hommes politiques ou des femmes politiques, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des animateurs, qui à un moment donné parlent de la France et dans ce pays. Et ce côté un peu dédaigneux où je prends de la distance, moi je suis au-dessus, c'est ce pays. Non, c'est notre pays. Cette espèce d'hygiaphone mental qui est mis entre celui, le sachant qui s'exprime, et puis le brave peuple, la France de tous les jours.
m'agace horriblement. Je trouve que c'est à la fois dédaigneux, orgueilleux, et ce qui montre que celui qui s'exprime ne s'exprime certainement pas au nom de ce pays, parce que moi j'aime bien qu'on s'exprime dans notre pays, même si on n'est pas d'accord, comme on peut être en désaccord, c'est notre pays. Oui. Et c'est cet attachement qui est important, plus ce dédain. Et la même chose pour les Français ou pas ? Oui, alors, vous avez noté quelque chose ? Moi, j'ai noté quelque chose dans le discours de Gabriel Attal tout à l'heure. Oui. Il nous a fait un coup de cocorico. Moi, j'aime bien les coups de cocorico. Oui, mais il nous a dit 68 millions de Français. C'est pas vrai. Il y a 62 millions de Français, il y a 68 millions d'habitants, et quelqu'un qui vient nous parler des Français, Premier ministre, et qui sait pas combien il y a de Français dans son pays, ça m'inquiète. Oui, Philippe Bilger. Comment vous osez toucher à Gabriel Attal? Mon cher Joseph, je trouve que vous exagérez un petit peu sur ce pays, tout de même, parce que je vois bien, c'est une analyse très fine du langage, mais est-ce que vous croyez vraiment que lorsqu'on dit ça, on traite avec condescendance, mépris le peuple auquel on appartient? Notre pays, on y appartient, et donc on en est responsable. Ce pays, j'en suis pas responsable, c'est les autres. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, Joseph, parce que moi, ce qui m'horripile, et je vais plutôt dans le sens de la question de Cécile, je rebondirai. Moi, ce pays, j'ai jamais senti, j'ai toujours entendu des syndicalistes dire, mais enfin, ce pays, il vibre, ou j'ai toujours entendu des présidents de la République. Mais il faut pas écouter les mauvais syndicalistes. Non, mais moi, j'aime beaucoup tous les syndicalistes, même ceux qui me dérangent, en réalité. Bon, à partir du moment où on mène un combat, ça me va très bien, moi. Mais ce qui me gêne surtout, c'est l'ensemble des gens, y compris les éditorialistes, y compris les hommes politiques, les Français. Alors, d'un seul coup, tout le monde fait parler les Français dans les plateaux de télé. Moi, j'ai décidé vraiment d'engager un combat contre la généralisation et la globalisation qui, en fait, nous tue. Les Français sont... Les Français... Non, les Français... J'en ai marre d'entendre les hommes politiques, mais valables pour la gauche comme pour la droite, parler au nom des Français, s'appuyer sur 3 enquêtes Odoxa, 2 enquêtes IFOP. Les sondages font partie de la vie. Non, mais je suis d'accord avec vous que les sondages en fassent partie, c'est une chose. Qu'on passe sa vie à parler en tant qu'éditorialiste, en tant qu'homme ou femme politique, ou femme et homme, c'est ce qui me répile vraiment, c'est celles et ceux aussi, par exemple. Français, l'horreur. Non, mais au nom les Français pensent que penser à la place des Français, etc. Je trouve ça vraiment, et encore une fois, c'est la globalisation qui mène, à mon avis, au désastre aussi démocratique. Mais la globalisation, elle n'est pas que de droite, elle est aussi de gauche. Vraiment. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est vrai que moi, ce pays, je trouve ça quand même à gauche, un peu. C'est vrai que je dirais pas que c'est dédaigneux, mais moi je préfère dire la France ou notre pays. C'est vrai que ce pays, c'est un petit côté un peu. Moi, non, c'est pas que ça me heurte, c'est que j'ai l'impression que pour certains, c'est sale de dire la France. Pareil, ils disent toujours la République, mais ils disent jamais la France. Ça, je suis pas d'accord. Moi, je vois tous les hommes politiques qui disent la République et pas la France. Qui ne dit pas la France? Il y en a beaucoup qui disent la République. Regardez. Hollande disait toujours la République, la République, etc. Il parlait de la France. Enfin, il est président de la République, il parlait de la France, Hollande. Mais c'est pas le seul. J'ai l'impression que le mot France est devenu un mot. Jean-Luc Mélenchon, la République. Jean-Luc Mélenchon. Non, mais ça c'est autre chose. Mais il parle souvent de la France, Mélenchon. Moi, je vois pas d'homme politique qui parle pas de la France. Alors, vous m'étonnez beaucoup. Non, mais c'est qu'ils utilisent le mot la République. Limite, ça passe avant la France. Mais qu'est-ce que c'est la France? C'est une nation. Oui. C'est l'idée de nation. Oui, et la République, c'est pas une nation. Mais je suis d'accord avec vous. La République, c'est un système de fonctionnement. Mais de gouvernement. Mais la France existait avant la République. Mais je suis d'accord avec vous. Mais je rappellerai les républiques populaires qui sont pas vraiment un exemple de démocratie. C'était les républiques. Je suis d'accord. Mais je suis pas. Je vois aucun homme politique qui pense que la France c'est cacaboudin. Ils sont assez dédaigneux quand même. Mais derrière, il y a un dédain pour le peuple français. Quand c'est ce pays, enfin c'est un détachement. C'est incroyable d'avoir cette vision-là. Écoutez un chef d'entreprise qui va parler de son entreprise. Allez. Il va pas dire non, cette entreprise, il dit non, mon entreprise. C'est-à-dire que ces gens-là se mettent en dehors du pays. Joseph, mais alors à qui vous pensez quand vous disiez ce pays? Il y en a beaucoup qui disent. Non, mais qui, par exemple? Moi, j'écoute les discours politiques toute la journée, je vois pas. Dans les débats, j'ai pas dit que les politiques. Il n'a pas dit les politiques. Non. C'est aussi les politiques. Mais ils disent peut-être ce pays et le nôtre. Mais bon, je sais pas. Écoutez, on ne sait pas. En attendant, merci beaucoup, Joseph, de ce sujet intéressant. Dans un instant, le coup de projecteur des
des vraies voix avec cette marge brute du secteur de la grande distribution sur les pâtes qui a grimpé de 57%. Oui, vous avez bien entendu, 57% entre 2021 et 2022. D'après l'Observatoire de la formation des prix, forte hausse aussi pour les légumes et le lait. Mais l'inflation, Philippe, ne fait pas tout. Alors parlons vrai, est-ce que la grande distribution est le principal responsable des malheurs de nos agriculteurs ? Est-ce qu'il faut encadrer les marges ou mieux les répartir entre agriculteurs et distributeurs ? Est-ce qu'il faut mettre la pression aussi sur les transformateurs, c'est-à-dire les industriels, comme on veut la mettre sur la grande distribution ? Faut-il contrôler les marges de la grande distribution ? Vous dites oui à 86%. Laurent Plantevin est avec nous, expert en négociation commerciale. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Petite question avant de partir en pause. Est-ce que finalement il faut imposer la transparence des marges de la grande distribution ? Non, pour 3 raisons. C'est 1, impossible, 2, injuste et 3, inutile. Et on en parle dans un instant. Merci d'avoir répondu de manière si cash. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il nous reste encore un petit peu de temps avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Joseph Touvenel. Et vous, au 0826 300 300, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On est en pleine négociation commerciale et malheureusement on entend déjà de nos acheteurs qu'il faut qu'on baisse nos prix de 15%. Quand on voit le prix qui flambe en magasin des produits... On sait bien à quoi il faut s'attaquer, c'est la grande distribution qui se gave sur le dos de ceux qui travaillent. Le problème, c'est ce que gagnent les agriculteurs. Or, ils ne fixent pas leur prix. Les producteurs sont payés de moins en moins. Pendant ce temps-là, on achète les produits alimentaires 7% plus cher. Les marges sont prises par la grande distribution. C'est pour ça qu'Egalim est contourné par quoi ? Par des centrales d'achat qui sont en Espagne, en Hongrie, ailleurs. Et vous pouvez rien faire. Et donc la marge brute de la grande distribution a augmenté de 57% sur les pâtes, entre autres, entre 2021 et 2022. C'est ce que dit l'Observatoire de la formation des prix. Une augmentation quasi de 13% pour les légumes, 28% sur le lait. Et l'inflation n'explique pas tout, selon les agriculteurs. Philippe. Oui, Cécile, parlons vrai. Est-ce que la grande distribution est le principal responsable des difficultés de nos agriculteurs ? Est-ce qu'il faut encadrer les marges ou mieux les répartir ? Est-ce qu'il faut aussi mettre la pression sur les transformateurs, c'est-à-dire les industriels de l'agroalimentaire ? Faut-il contrôler les marges de la grande distribution? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on accueille Laurent Plantevin qui est avec nous, expert en négociation commerciale. Merci d'être avec nous en direct. Tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger, déjà avec vous. Il y a des notions que je comprends. Par exemple, je ne suis pas étonné d'entendre les grandes distributions s'indigner lorsqu'on leur reproche d'acheter dans des centrales d'achat à l'étranger. Évidemment, on comprend bien pourquoi aujourd'hui ça peut créer des problèmes. Mais pour le reste, et j'attends tout à l'heure avec impatience l'avis de notre expert, monsieur Plantevin, je ne comprends plus rien. Mais il faut dire que je ne suis pas un maître dans ce domaine. Entre les agriculteurs, les industriels et les grandes distributions, parfois j'entends que ce sont les industriels les coupables, d'autres fois que ce sont les grandes distributions, jamais les agriculteurs bien sûr, mais j'attends avec impatience de connaître une lumière qui pourra un peu éclairer mon incertitude. Françoise Degois. Moi, j'en ai marre de ce balai depuis des années, depuis Nicolas Sarkozy, parce que la loi s'appelait, on l'avait quasiment surnommée la loi Michel-Édouard Leclerc, pour faciliter la grande distribution. J'en ai marre de ce balai entre les géants de l'industrie agroalimentaire et les géants de la distribution. 200 milliards d'euros chaque secteur de chiffre d'affaires cette année, 70 milliards d'euros pour l'agriculture, se renvoyer la balle. Je pense qu'il y a une part de responsabilité chez les deux. Alors, encore une fois, je le disais avec Joseph, il faut pas tout globaliser. Il y a une différence entre Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, et le type dans son marché de niche en Bretagne qui fabrique des galets bretons ou des pavés bretons en biscuits. C'est aussi une industrie de l'agroalimentaire. La majorité des industries de l'agroalimentaire, c'est des PME, PMI. Sur la grande distribution, c'est plus compliqué. J'entendais le patron de Système U se défendre. Vous savez, il y a 4 centrales d'achat, Carrefour, Intermarché, Leclerc et Auchan.
Donc ces centrales d'achat se sont groupées. Système U défendait le fait qu'il rentrait dans un système qui existait déjà et qui était aux Pays-Bas. Mais pour Leclerc, ça n'est pas vrai. Leclerc a sa centrale d'achat au Portugal, précisément. Et il en a au Portugal, en Espagne, donc, dans tous les pays où ils sont présents. La réalité, je ne dis pas du tout, mais les centrales, les négociations commerciales, vous savez très bien, Laurent, parce que vous y êtes passé, tous les industriels de l'agroalimentaire vous le disent, c'est la mafia. C'est-à-dire qu'on négocie d'abord, on enlève les portables, on téléphone pas, on est dans des pièces, tous les mois, c'est Franck Ribou de Danone qui me l'a raconté, comment ça se passe, des heures de négociation, et à la fin, on vous tord le bras en disant, ok, tout ça est très bien, mais moins 3% à la fin, sinon on vous déréférence. Donc, il y a un problème avec la grande distribution. Nous n'avons jamais voulu bouger ces géants-là. Nous ne voulons pas les bouger et il faut les bouger. Voilà. Joseph Touvenel. Qu'il y ait des marges, très bien, c'est ce qui permet un développement, ce qui permet de vivre, etc. Là, on a des chiffres qui sont absolument excessifs pour les marges de la grande distribution. Si je prends l'exemple du lait, moi je suis frappé quand je vais acheter mon lait de voir que j'achète un lait qui est marqué, qui rémunère justement les producteurs. Oui, c'est la brique bleue, ça oui. C'est bien. Mais c'est qui le patron, par exemple? Ça veut dire que ceux d'à côté, ils rémunèrent pas justement leurs producteurs? Je sais rien, en tout cas, l'initiative, elle est géniale. C'est absolument extraordinaire de voir que dans les mêmes rayons, il y en a un produit où on me dit, et le même produit d'ailleurs, on me dit là, on rémunère justement, ça veut dire qu'à côté c'est injuste, ils l'avouent eux-mêmes. Et qu'ils l'assument. Et là, on a un vrai problème avec notamment les producteurs de lait qui ont beaucoup de mal à survivre. Et c'est donc la répartition des marges. Alors après qu'ils utilisent des sociétés à l'étranger, ils font ce qu'ils veulent. Non, il faut pas si la répartition est une bonne et juste répartition, ce qui n'est pas le cas, il faut faire le ménage parce que ce sont des produits essentiels. Là, on parlait de l'alimentation. Ce qui était dit, c'était les chiffres, les marges sur l'alimentation. Parce que ce dont tout le monde a besoin tous les jours. Et c'est pas des ortolans, hein, c'est les pâtes, le riz, l'huile, le beurre. Et là, il y a véritablement un ménage à faire. Alors après, il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais on va tout mettre sous contrôle. Ben oui, mais les petits gars, si vous déconnez, il faut vous contrôler. Allez. Oui, avec nous. Laurent Plantevin, pour expert en négociation commerciale, pour faire le juge de paix entre tous les vrais voix. Faites votre synthèse. Philippe Bilger ne comprend rien déjà, alors expliquez-lui. C'est ce que vous avez dit, alors excusez-moi. Non, je regrette. J'ai dit que j'avais quelques incertitudes. Ça n'est pas tout à fait là. Oui, mais vous maniez tellement bien l'euphémisme. Non, mais c'est important qu'on comprenne bien, oui, en tout cas, le cheminement entre l'agriculteur jusqu'à ce qu'on achète dans les supermarchés. D'abord, je pense qu'il faut faire fi de tout manichéisme. S'il y a une chose que je partage avec une de vos éditrices, c'est bien que depuis des années, des décennies, on désigne toujours la grande distribution comme étant le grand Satan, alors qu'on oublie que c'est une chaîne qui commence effectivement par l'agriculteur et le producteur, qui se termine par le distributeur, mais c'est pas vrai. Le distributeur, il vend à un client. Or, le problème aujourd'hui des produits agricoles, c'est que le client veut acheter pas cher. Or, on ne sait pas produire pas cher en France. Et ça, c'est issu de dizaines d'années d'orientation agricole qui ont été données. Regardez ce qui se passe avec le bio. On a dit depuis des dizaines d'années qu'il fallait faire du bio pour faire de la valeur, sauf qu'à un moment, le consommateur final ne veut pas acheter cette valeur-là. Et donc, tout le monde se retrouve devant le même problème. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si les certaines centrales d'achat vont à l'international, d'abord, ça ne concerne pas, pour être clair, les petits fournisseurs. Ces centrales d'achat adressent une trentaine des plus grands groupes industriels internationaux. On est très loin du producteur de fraises ou de pommes. Bien sûr, ça c'est vrai. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'elles y vont, ces centrales? Mais parce que précisément l'encadrement légal français devient trop contraignant par rapport à ce qui existe en Europe. Or, le marché domestique de ces centrales avec ces fournisseurs-là, c'est l'Europe. Aujourd'hui, en Europe, vous n'avez pas des législations aussi contraignantes pour la distribution qu'en France. Or, elles peuvent aller ailleurs. Donc, elles s'installent, l'une aux Pays-Bas, l'autre en Belgique, la troisième en Espagne. Elles ont parfaitement le droit de le faire et ça ne concerne pas les petits fournisseurs.
Mais moi, j'ai un problème, Laurent, avec ce que vous dites, parce que vous reconnaissez effectivement les choses. Est-ce que, fondamentalement, moi, je suis complètement opposé. Je pense que la loi Egalim, elle n'est pas assez respectée. Je pense qu'il y a des abus de la part des industriels de l'agroalimentaire. Ça n'est pas que la grande distribution. Et ça, je plaiderai toujours là-dessus. Est-ce que, finalement, cette course folle au prix bas, c'est pas finalement ce qui nous tue, tout simplement? La course folle au prix bas. Mais que vous alimentez. Quand vous faites 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ou que l'industrie agroalimentaire a fait autant, vous avez une obligation d'influence aussi sur les consommateurs. Vous n'avez pas simplement qu'une obligation de vente et de profit. Vous avez aussi, quand vous faites vos promos folles, le premier acheté, le deuxième offert, on sait très bien que c'est pas possible. On sait très bien que le petit industriel transformateur et le petit paysan, il ne va pas y retrouver son compte. Vous le savez très bien. Mais il ne suffit pas de le savoir. La seule chose, c'est qu'on observe que si vous ne faites pas ces promotions-là dans vos rayons, eh bien le consommateur n'achète plus chez vous. C'est aussi simple que ça. Donc à aujourd'hui, celui qui fait la loi, c'est moins l'enseigne que le client. D'accord, et c'est ce qu'on dit le souvent. problème, il est là. Il y a quelque chose que je comprends pas. Excusez-moi, mais je suis un garçon simple. J'ai entendu des chiffres tout à l'heure qui étaient donnés, qui étaient des augmentations de marge. Notamment plus 27%. Alors 57% sur les pâtes. On peut me dire que tout ce qu'on veut, mais si ces chiffres sont exacts, ce sont des marges bénéficiaires. Ce ne sont pas des marges coûts, brutes, peut-être. Donc du coup, de telles augmentations de marge, comment on les explique? C'est bien qu'il y a quelqu'un qui a, entre le producteur et le final, il y a bien quelqu'un qui se goinfre, et là, de façon indécente. Moi, que les gens fassent des bénéfices, je suis pour. Hein. Mais là, il y a de l'indécence quand on voit ces pourcentages. Alors, pardon, mais je vais prendre avec beaucoup de précaution ces chiffres qui d'un coup s'affichent et qui semblent évidemment exorbitants, et je le comprends très bien. J'observe qu'ils ne concernent qu'une catégorie de produits, que c'est peut-être vrai, peut-être qu'il faut les analyser aussi autrement, c'est peut-être de la marge commerciale pure, c'est pas de la marge bénéficiaire et du profit pour l'enseigne, je ne sais pas. Je vais pas polémiquer sur ces chiffres-là. Je sais simplement que si au nom de ces quelques chiffres, alors on veut à nouveau modifier la législation, modifier la réglementation, on veut à nouveau désigner comme le grand Satan, la grande distribution, et comme seul, si j'ose dire, responsable de ça, alors on va une fois de plus se fourvoyer, alors que ce qu'il faudrait faire, et ça je pense que c'est la voie vertueuse, c'est rassembler les acteurs, de l'agriculteur au distributeur, et je vous promets que je connais très bien des distributeurs, très bien des industriels et très bien des producteurs, et qu'il y a des gens intelligents partout. Oui. Et il y a aussi, des on l'a fait en permanence. Philippe Bilger. Laurent Plantvin, si j'ai bien saisi tout à l'heure, vous dites que l'agriculteur français ne sait pas produire de manière moins chère que dans les autres pays. Mais dans la liste des revendications de l'agriculture d'aujourd'hui, quelle est celle qui vous apparaît la plus légitime, la plus pertinente ? Je ne suis pas agriculteur, Monsieur Bilger, j'ai du mal à répondre à cette question, évidemment. Moi, je pense qu'il faut évidemment assurer aux agriculteurs un revenu digne. J'observe aussi que leur revenu est très différent selon le type de produits agricoles qu'ils font. C'est pas du tout la même chose quand on est dans le vin, quand on est dans l'élevage ovin, porcin ou bovin. Donc il y a une grande disparité, et vouloir avoir une réflexion générale, en plus en désignant, si j'ose dire, un des acteurs de la chaîne comme le coupable, c'est évidemment procéder d'une simplification qui ne servira les intérêts de personne. Objectivement, Laurent, on peut d'abord, c'est pas vrai. Tous les ministères et les ministres de l'agriculture qui se sont succédés, gauche ou droite confondus, ont fait ces grandes réunions tripartites, rue de Varennes, avec les agriculteurs pour essayer de trouver une solution. Il faut vraiment débloquer. Quand les éleveurs, là où je suis d'accord, c'est sur la disparité de revenus. 20% en gros des agriculteurs touchent 80% de la PAC. Hein. Plus vous êtes gros, plus vous touchez d'argent. D'accord. La difficulté des céréaliers, elle est moindre par rapport
rapport aux éleveurs. C'est les éleveurs qui souffrent. Quand vous avez des éleveurs de lait, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, et qui vont chez Lactalis, disent voilà, ça me coûte 45 centimes le litre, ok ? Eh bien, Lactalis vous le propose à 40 centimes. C'est pas la première fois que Lactalis fait ça. Il y a 2 ans, lors des dernières négociations commerciales, j'avais suivi ça très attentivement. 36 centimes le litre, alors que ça leur revenait à 40 centimes. C'est pas un problème de producteur qui ne sait pas produire. On est en France, il produit un lait de qualité, il faut le payer, il faut le rémunérer. Voilà, c'est logique, la demande. Et il faut que l'industriel le rémunère, et il faut pas que l'industriel monte ses prix sur le dos de la grande distribution, qui elle-même les monte sur le dos des consommateurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui doit devenir vertueux dans la chaîne. Allez. Madame, je suis entièrement d'accord avec vous, et je partage parfois votre colère. Quand je dis qu'il faut rassembler les gens, j'ai précisément pas rue de Varenne. Le problème, c'est qu'on pense qu'avec quelques grandes tables rondes, quelques grandes discussions institutionnelles, on va résoudre le problème du quotidien, à la fois du producteur, de l'acheteur, du revendeur. Ça n'est pas vrai. Il faut que la législation incite à ce qu'il y ait une vraie collaboration constructive pour accroître la valeur de tous, plutôt qu'il y ait toujours une législation qui renforce en fait une répartition de la valeur sans chercher à la créer. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la loi LME. Mais est-ce que monsieur Plantevin, est-ce qu'il faut des prix de base? Est-ce qu'il faut des prix planchers pour les agriculteurs? Parce que ce sera toujours le pot de terre contre le pot de fer. Hein, donc à un moment donné, il faut organiser. Mais je suis parfaitement d'accord avec cette notion-là. Okay. Qu'il y ait des prix de base, qu'il y ait des prix planchers, ça me semble être naturel pour le producteur agricole. C'est une évidence. Vous comprenez alors pourquoi le gouvernement a rejeté la proposition de loi de la gauche, par exemple, là-dessus. En novembre dernier, à 6 voix, ça a failli passer. Pourquoi le gouvernement refuse ça? Il n'y a pas un double discours, là? Je n'ai pas la réponse. Non, mais vous faites de la politique, Laurent Devigne, évidemment, que vous avez un œil politique. Non, moi je pense qu'il faut effectivement ce prix plancher. Ensuite, la question de départ, qui était faut-il la transparence des marges, la réponse est très claire. D'abord, elle est impossible, c'est protégé par le secret des affaires. Et s'il y avait transparence d'un seul secteur d'activité entre les compétiteurs, ça détruit le droit de la concurrence. C'est absolument impossible juridiquement. Deuxièmement, je pense que c'est injuste. Pourquoi demander la transparence des marges à la distribution? Il faut aussi le demander aux transformateurs, aux producteurs, et pourquoi pas, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais aux coopératives agricoles. Ah oui, je suis d'accord. J'allais vous poser comme question d'ailleurs. Ah oui. Le rôle des coopératives aujourd'hui, c'est quoi? C'est un échelon de plus. Non, mais dans cette tarification, c'est quoi? Qu'on comprenne écoutez, bien. Je pense qu'il faudrait adresser la question à des présidents de coopératives. Je ne suis pas. Ce que je sais, c'est que c'est un maillon indispensable du regroupement agricole qui a aussi ses structures de coûts et ses structures de charges qui, évidemment, génèrent de la marge, peut-être pas directement, mais aussi parce qu'elle a des filiales de transformation. Les grandes coopératives agricoles ont leur propre marque et leur filiale de transformation. Donc, désigner la grande distribution en l'obligeant à la transparence des marges, c'est quand même un peu injuste vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne qui se construit. Ensuite, je pense, et ce sera le dernier point, c'est inutile. Ce qui compte, c'est pas la transparence, ce sont les actions. Les actions pour que ça change, pour que ça évolue. Et ça ne changera que si enfin on arrête d'avoir une vision manichéenne entre ceux qui distribuent, mais je répète, qui distribuent à des clients. C'est vous qui achetez, hein. C'est pas la grande distribution, hein. Elle achète ce qui se revend. Et les producteurs et transformateurs, il faut avoir enfin de la coopération entre eux. Merci beaucoup Laurent Plantevin de votre présence et de votre analyse. Expert en négociation commerciale. Merci Joseph Touvenel, directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Merci Françoise Debois.